Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une très belle journée, disons, de printemps. Ça sent encore l'hiver beaucoup, mais c'est quand même le 28 mars. Nous sommes toujours dans le mois de mars. Et puis, mais on voit très bien que, enfin, au moins dans l'esprit, les gens se sentent déjà au printemps. Ici, où j'habite, à Place Diouville, c'est ça. On voit les gens qui se promènent et puis tout ça, et avec un esprit de liberté ou d'attente, finalement, de la belle saison. Le marché, qu'est-ce qu'il fait? Le marché, il y a toujours un risque d'inflation. Aujourd'hui, il y avait des statistiques et sans qu'on puisse dire qu'il y a l'inflation, mais disons, elle est là, elle est là. Au lieu de baisser, on est rendu, je pense, à 2,5, quelque chose pour cent d'inflation, je parle aux États-Unis. Mais au lieu de se mettre à descendre encore, elle reste là. Et puis, avec une sympathie vers la hausse, semble-t-il. Aussi, il y a beaucoup de, comment dire, d'hostilité ou, je sais pas, pour le fait des tarifs de M. Trump. Et donc, on pense que tout ça, ça va être inflationnaire et puis tout ça. Conclusion, pour le moment, le marché, ben, il fait pas grand-chose. Il est plutôt neutre. L'or a la tendance à monter, mais là aussi, à quoi ça sert d'acheter de l'or finalement? Dans le passé, il y a 50 ans, ben, l'or, c'était important. Mais les gens croyaient à ça. Mais aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a l'or, ça rapporte rien. Et puis, il n'y a pas d'intérêt qui nous viennent, tout ça. Finalement, c'est tout. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec tous ces tarifs de M. Trump. Entre-temps, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un sujet, à mon avis, intéressant, comme à peu près, je crois, sont intéressants tous les autres qu'on a vécus. Ça, c'est le 129e. 129e, ça veut dire, ça fait plus que 2 ans, à peu près une fois par semaine, qu'il y a ce vidéo. Initialement, pourquoi ils sont nés, ces vidéos? C'est simplement parce que des investisseurs auxquels on donne des cours de gestion de portefeuille et puis tout ça, finalement, ils disaient, on comprend rien. Parfois, il y a les nouvelles, c'est quoi le produit intérieur brut, c'est quoi, je ne sais pas, toutes ces choses-là comment dire, de l'économie. Donc, c'est de là est née l'idée de faire ces vidéos. Donc, aujourd'hui, par exemple, le sujet est intéressant, à mon avis, comme les autres aussi. C'est la règle d'élasticité inverse. Ça paraît un peu drôle comme affaire, mais la règle d'élasticité, à savoir, par exemple, est-ce que les produits on achète, est-ce qu'ils ont un prix élastique ou un prix inélastique? L'idée de fond, d'abord, tout ça, c'est né en 1900, je pense, 1927. Et puis, par un monsieur, un Britannique, un monsieur Ramsey. Et c'est très génialement, c'est le même monsieur qui a fait la règle des 50 à 30 et 20. C'est quoi les 50, 30 et 20? C'est que on prend le salaire, 50% sert pour vivre vraiment tous les jours, là, manger, etc. 30% s'en va dans les choses que j'aimerais, par exemple aller au théâtre ou un voyage et tout ça, et 20% vont en épargne. Le 50 à 30, 20. Ça a été très critiqué parce qu'il faut avoir un salaire qui permet de faire une chose pareille, mais quand même, c'était une des règles que ça venait de ce monsieur Ramsey. Euh, donc, cette règle d'élasticité inverse est la chose suivante. C'est-à-dire, le prix, donc il s'applique à quoi au juste? Ça s'applique au gouvernement, c'est-à-dire à l'État, et ça s'applique naturellement à la compagnie qui fait un produit. Par exemple, quel est le prix qu'une compagnie, mettons un produit pharmaceutique. Donc, la compagnie a fait toutes ses recherches pour arriver à un certain médicament, une certaine médecine, et puis finalement, il la met en commerce. Et quel est le prix qu'il met? Donc, le prix doit tenir compte de tous les coûts qu'elle a eus, et puis pour arriver à ce produit-là. Et puis voilà, on dira que finalement, le médicament en tant que tel n'est pas sujet à des changements de prix. On dit ça inélastique. C'est-à-dire le prix, c'est ce que c'est, point final. Et donc, euh, et donc c'est tout. On dira inélastique. Alors que si je considère, par exemple, je ne sais pas, par exemple, des bijoux, les bijoux, le prix des bijoux peut être élevé, non élevé, tout ça, mais ça, c'est élastique. Si les gens n'en veulent pas de bijoux, le prix va se mettre à tomber. Donc,
l'idée, c'est que les prix peuvent être élastiques ou inélastiques. Inélastique, c'est quand on a besoin, par exemple, un exemple typique de inélastique, c'est l'essence. L'essence, ça peut faire fonctionner la voiture. Qu'on l'aime, on l'aime pas. Il y a une taxe là-dessus, des grosses taxes du gouvernement. Le gouvernement taxe ça parce qu'il dit, ben, ça permet de refaire les routes et puis tout chose comme ça. Et puis ça, c'est inélastique. C'est-à-dire, on le subit. Le prix du pétrole, c'est ce que c'est. Et donc, c'est pas parce qu'on s'abstient d'utiliser le pétrole que le prix du pétrole se met à tomber. Donc, c'est ça, ça veut dire inélastique. Et naturellement, il y a plusieurs exemples comme ça. Par exemple, si vous prenez dans les produits agricoles, par exemple, si vous prenez mettons, le riz ou le blé, ça, c'est considéré assez inélastique. C'est-à-dire, tout le monde doit manger et tout le monde. Donc, le riz et le blé, finalement, sont des produits essentiels euh, pour la vie. Donc, il est pas, c'est inélastique. Il peut changer un peu selon les saisons, peut-être, mais c'est inélastique. Tandis que si je demande, par exemple, du café bio, par exemple, ou des fruits exotiques, s'ils sont trop chers, j'en prends pas. Donc, finalement, ça, c'est élastique. C'est élastique quand on introduit le choix de soi-même pour savoir est-ce que j'en veux pas, est-ce que, voilà. Tandis que le inélastique, c'est parce qu'on est pris avec ça, on l'aime, on l'aime pas. Par exemple, imaginez le coût de l'électricité. Et ça, c'est ça. Il y a pas il y a pas question à discuter ou dire, ah non, je vais pas me chauffer, donc je renonce. Donc, c'est vraiment inélastique, comme on dit. C'est plein de choses comme ça aussi. Par exemple, je ne sais pas, dans le cas des voitures aussi, ou dans le cas, par exemple, des pneus, ou dans le cas, mettons, comment dire, des pièces automobiles. Ça aussi, ça varie selon ces élastiques. Enfin, sans trop rentrer dans tous ces domaines-là. Mais pour vous dire, c'est ça la différence entre élastique et inélastique. Si je vous donne la bonne définition, c'est la chose suivante. Donc, on dira, plus la demande est inélastique, plus le prix peut être élevé. Donc, la demande inélastique, c'est qu'on ne peut pas discuter sur le prix et donc le prix peut être élevé. Tandis que quand on a, plus la demande est élastique, c'est-à-dire, je ne sais pas, des bijoux, encore une fois, ou semblable à ça finalement, plus la demande est élastique, plus le prix est sujet à des variations de prix, au point que finalement il est prêt le prix du coût marginal pour produire. Enfin, combien ça a coûté pour produire un bien, ça c'est le coût marginal. Donc le prix dans le cas dans le cas des cas élastiques, c'est que le prix peut être finalement assez bas au point d'être prêt ou presque, enfin égal au coût marginal. Tandis que l'inélastique, non, 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 pas du tout, ça n'a plus rien à voir avec le coût marginal. C'est vraiment élevé, point final, et puis on peut rien faire avec. Donc, un exemple, donc ça c'est notre vidéo, ça c'était la philosophie de base. Donc ici, vous avez à la page numéro 2, il vous dit qu'est-ce que c'est la règle d'élasticité inverse. Donc, c'est une règle économique qui stipule que les biens avec une faible élasticité de la demande doivent être plus taxés que ceux avec une élasticité élevée, afin de minimiser les distorsions économiques. Parce que, encore une fois, cette règle-là s'applique au prix que les compagnies mettent sur le produit qu'ils vendent, comme aussi ça s'applique au gouvernement quand ils taxent. Donc, ici, la vidéo est basée essentiellement sur la taxation, mais en réalité, ça s'applique à toutes les compagnies. Voilà. Donc, il nous dit, laissez-moi répéter, qu'est-ce que c'est la règle d'élasticité inverse? C'est une règle économique qui stipule que les biens avec une faible élasticité de la demande doivent être plus taxés que ceux avec une élasticité élevée. Pensez à l'essence. Pensez à l'essence, ça c'est l'état à charge. Je pense que un litre d'essence peut-être va coûter, je ne sais pas, 10% du prix qu'on paye pour la matière première qu'on utilise. Mais le reste, ce sont tous des taxes qui s'ajoutent. Naturellement, l'État se justifie en disant je taxe ça parce que ça me permet de
réparer les routes et de faire, enfin, tout ça. Donc, si je continue, il nous dit le contexte théorique. Donc, ça a été développé en 1927, par Monsieur Ramsey, vise à maximiser le bien-être social tout en générant des recettes fiscales. Donc, imaginez l'histoire de l'essence. Donc, appliqué dans le cadre de la théorie de la taxation optimale. Parce que justement, les taxes, l'État veut savoir quelle est la juste taxe pour une chose. Ça dépend donc s'il s'agit mettons, d'une demande élastique ou inélastique du produit. La suite, donc, il vous montre une formule, sans rentrer dans les détails peut-être de la formule, mais la règle de Ramsey dit que finalement, voyez-vous, c'est T divisé T1 divisé T2 égale à epsilon 2 divisé epsilon 1. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le T, c'est le taux de taxe. Le epsilon, c'est l'élasticité, prix de la demande. Et la conclusion, c'est que les biens moins sensibles aux variations de prix doivent être plus taxés. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle inverse. Je répète, là, les biens moins sensibles aux variations de prix, donc avec un faible epsilon, doivent être les plus taxés. Donc, si je continue, exemple simple. Bien A, donc il y a un bien A, un bien. Le bien A, c'est des médicaments. L'élasticité est faible. On peut pas, ce n'est pas parce que les gens n'utilisent pas un médicament que le prix va descendre. Où tout le monde en veut et donc le prix se met à monter. Ça, c'est non. C'est encore une fois le coût marginal du producteur de ces médicaments, plus finalement tout ce qu'il met là, comme pour les avantages, enfin pour les gains et tout ça qu'il veut mettre. Et ça, c'est une élasticité faible. On ne peut pas jouer sur le prix d'un médicament. Le médicament, c'est ce que c'est, point final. Tandis que le bien B, c'est des bijoux. Donc, l'élasticité est élevée. Selon la règle, il est plus optimal de taxer davantage le bien A que le bien B. Euh, Ça, c'est difficile un peu à accepter, là. Mais notez bien, le médicament, il est plus optimal de taxer davantage le bien A que le bien B. Quand on parle de médicaments, c'est difficile d'accepter comme ça la règle. Mais si vous pensez à l'essence, c'est ça. Donc, il est plus optimal de taxer davantage le bien A, parce qu'on a besoin de l'essence, que le bien B. Euh, à la page 6, nous avons quels sont les avantages de cette théorie, donc finalement de l'élasticité inverse. Ça permet de minimiser les pertes de bien-être, donc permet une collecte de taxes plus efficace, s'applique dans les modèles de théoriques de politique fiscale. Donc, encore une fois, cette théorie-là s'applique d'un côté pour l'État quand il taxe, comment taxer selon si c'est élastique ou inélastique la demande, et puis et ça s'applique aux compagnies qui fixent un prix pour leurs produits. Les limites de ça, il peut être injuste, donc taxer des biens essentiels, ou encore difficile à appliquer dans la réalité. Naturellement, il y a des limites. Pourquoi il y a des limites? Parce que finalement, on peut avoir mettons, la concurrence, on peut avoir enfin, des coûts, des variations de coûts, il y a des considérations éthiques et tout ça. Donc, les limites peuvent être injustes, difficiles à appliquer dans la réalité aussi, nécessitent des estimations précises d'élasticité, ce qui n'est pas toujours facile à voir. Finalement, la conclusion, c'est la règle d'élasticité inverse est un outil puissant pour réfléchir à la taxation optimale, ça dans le cas de l'État. Ça s'applique aussi, encore une fois, pour les compagnies quand ils mettent un prix à leurs produits. Elle doit cependant être complétée par des considérations d'équité et de politique sociale. Et naturellement, penser à l'alimentation, on peut la taxer, mais quand même, si on en a besoin, on en a besoin. Donc, il faut que la taxation ne soit pas excessive et puis tout ça. Et voilà, et c'est tout pour cette théorie pour aujourd'hui.